Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. À la une, la reprise alternée ce lundi de la circulation sur la RD1 entre Tingoni et le carrefour Milou. Un soulagement certain pour les usagers, même si le tronçon n'est pas praticable de nuit. La retraite, un dossier brûlant pour le nouveau gouvernement. Où en est ce dossier à Mayotte ? Depuis des années, retraités et partenaires sociaux demandent les mêmes droits qu'en métropole. On fait le point dans notre page politique. Le rôle des parents, leurs difficultés, la question de la transmission, de la légitimité en tant qu'adulte, autant de thèmes abordés à l'occasion des assises de la parentalité à Dembéni. On vous en parle dans ce journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Depuis ce matin, la RD1 de Tingoni au carrefour Milou, de nouveau accessible, mais de manière alternée. Un grand soulagement pour les usagers obligés de faire un grand détour depuis la semaine dernière. Fini donc les chemins à rallonge. Pour autant, les travaux de réhabilitation ne sont pas encore terminés. Aurélien Février, Jaïdi Maoulida, en lead-in à Madame Moussa. Les véhicules sont de retour sur la portion de route entre Tingoni et le carrefour Milou. Un retour vécu comme un véritable soulagement. Je dis ouf, là ça va nous soulager un peu. Mais après, bon, là je sais pas que c'est devant, c'est double fil ou c'est une file, je sais pas trop. Lever à 5h, prendre la voiture, rouler vers Mamoudzou, les embouteillages et tout. C'était la chaleur sur la voiture, du coup, soulagé. Sur la zone sinistrée, la circulation se fait de façon alternée. Des études de forage sont en cours, elles doivent permettre de tester la solidité des sols. Inaccessible la nuit, la route pourrait également être de nouveau fermée totalement selon les travaux à réaliser. L'ADEAL, en période de réserve électorale, n'a pas souhaité s'exprimer. L'actualité, c'est aussi le premier conseil des ministres du gouvernement Borne, entaché par des accusations de viol à l'encontre de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités. Des accusations non évoquées par le président de la République. Néanmoins, la communication officielle a été faite juste après par la nouvelle porte-parole du gouvernement. Caroline Motte, Catherine Demanja et Giona Messina. Premier conseil des ministres délicat pour Damien Abad. Le ministre des Solidarités est accusé de viol. Ce matin, il ne s'attarde pas devant les caméras. Le tout nouveau gouvernement est réuni dans la salle des fêtes par Emmanuel Macron, qui prononce quelques mots de bienvenue. Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir donc, rassembler notre pays, un gouvernement qui lui ressemble. Pas d'allusion du chef de l'État à cette polémique, mais à l'issue du Conseil, la nouvelle porte-parole rappelle la ligne du président. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Respect, écoute totale pour toutes les victimes présumées. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. À gauche, les accusations sont assez graves pour exiger que Damien Abad quitte le gouvernement. Eh bien, si j'étais Premier ministre, je dirais à Damien Abad: je n'ai pas de raison particulière de penser que les femmes mentent. La parole des femmes doit être respectée. Et donc, dans l'attente d'une décision de justice, eh bien, je souhaite que tu ne sois pas au gouvernement. L'élu écologiste et féministe Sandrine Rousseau invoque le principe de précaution, principe auquel Éric Zemmour oppose la présomption d'innocence. Monsieur Abad s'est défendu, Monsieur Abad dément, Monsieur Abad n'a pas été condamné par la justice, que je sache, il n'y a même pas eu de procédure. Hier soir, Elisabeth Borne s'est entretenue avec Damien Abad. Elle promet de prendre ses responsabilités si de nouveaux éléments amènent la justice à rouvrir le dossier. Et à 3 semaines du premier tour des législatives, on peut dire que l'Élysée met la pression sur les ministres candidats. Ils sont 14 et devront démissionner en cas de défaite. Une mesure qui vaudra aussi pour Elisabeth Borne. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de notre page sur les législatives. C'était vendredi, la date limite pour les dépôts de candidature pour les législatives des 12 et 19 juin prochains. Mais alors, qui peut être candidat, dans quelles conditions et quelles fonctions ne sont pas compatibles avec celles d'un député? On voit cela avec William Cromwell. Pour être candidat à la députation, il faut d'abord être français et majeur. 18 ans donc, mais il n'y a pas de limite supérieure, ce qui a permis à quelques-uns de se présenter à plus de 80 ans. Il faut aussi jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas se trouver dans une situation d'inéligibilité.
c'est-à-dire ne pas être sous tutelle ou curatelle, ni condamné à la liquidation judiciaire, par exemple. Certaines fonctions administratives ne permettent pas d'être candidat, comme défenseur des droits, préfet encore en poste, fonctionnaire territorial. De même, le président d'une collectivité territoriale ne peut pas se porter candidat. Évidemment, on peut être un homme ou une femme. Pour les partis politiques, la parité des candidats est d'ailleurs devenue une obligation. S'ils ne respectent pas ce principe, la formation peut se voir infliger une amende. Très souvent donc, les candidats se présentent avec un suppléant ou une suppléante du sexe opposé. L'appartenance à une formation politique n'est pas une obligation. De même, il n'est pas obligatoire d'être inscrit sur les listes électorales d'une circonscription pour s'y présenter. Après tout, le mandat de député est un mandat national. Mais il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions en même temps. Enfin, le candidat doit désigner un mandataire financier, ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à sa campagne. Une campagne qui sera axée sur les grands dossiers qui préoccupent la population, tels que le pouvoir d'achat ou encore la question des retraites. À Mayotte, où les retraités ne sont pas sur le même pied d'égalité que leurs compatriotes de France et de Navarre, les syndicalistes n'ont cessé depuis des années de demander l'égalité sociale, l'application du droit commun en vain. Où en est donc ce dossier retraite à Mayotte? Le point avec Hachim Sedachim et Gérald Dingui. Bakar Adurami, président de la Fédération des personnes âgées et retraitées de Mayotte, mène le combat des retraites décentes depuis 2008. Il suit l'évolution des retraites et selon lui, en matière de revalorisation, le compte n'y est pas. Pendant les 5 dernières années, on a promis beaucoup aux retraités. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais ce qu'on a vu, il y a 1,1% pour les retraités. Ça, c'est pour les fonctions publiques, ceux qui touchent en fonction publique. Mais pour les retraités privés, non. L'AFMAPAR comptabilise 4700 retraités de la fonction publique et du privé qui vivent avec des pensions de retraite plafonnées. Si on regarde bien dans ce stade-là, ce sont les personnes dans les services publics, dans les services privés, qui sont mal payés, qui ne gagnent pas beaucoup de retraites. Parce que ça varie de 160 à 400 ou bien 500, parce que les 500, au-delà des 500, c'est les plafonds. Ils ne touchent pas plus que ça, sauf il y a certains cas. Les textes appliqués à Mayotte par ordonnance causent du tort à tous les retraités. Selon Salim Naouda, il faut les déverrouiller. Il faut qu'on sorte de ces textes dérogatoires appliqués ou imposés à Mayotte. Il faut qu'on applique le droit commun et c'est par rapport à ça qu'on pourra sortir nos retraités de la pauvreté qu'ils vivent actuellement. Cette rentrée dans le droit commun passe par la révision des taux de cotisation et les plafonds de retraite. En l'occurrence, la question de la minoration, c'est un coefficient qui diminue les années de cotisation. Il faut aligner ce coefficient au coefficient national, parce que celui qui est appliqué à Mayotte aujourd'hui est défavorable pour nos retraités. Il y a aussi la question du plafond qui est appliqué sur le calcul des pensions. Il suffit qu'on aligne ce taux au taux national. Ça permettra au calcul de donner plus d'espoir et donner plus de moyens, donner plus une pension à nos retraités aujourd'hui. Le secrétaire général de la CGTMA appelle au sursaut des politiques pour que le dossier des retraites de Mayotte ne soit pas seulement un argument de campagne. Et dans cette page politique, une nouvelle rubrique, et c'est la minute des législatives où on va revenir sur l'historique, les petites histoires et anecdotes par rapport à ce scrutin particulier, de plus en plus convoité d'ailleurs, on le voit au fil des années. La minute des législatives ce soir, c'est avec vous. Ismaël Sedkombo, bonsoir. Bonsoir, génial. Alors ce que la très jeune génération ne sait peut-être pas, c'est que Younoussa Bamana était en 1977 le premier député de Lille. Oui, le 13 mars 1977, une date à retenir, Younoussa Bamana est élu député de Mayotte à la suite d'élections législatives partielles. Les députations à venir allaient avoir lieu un an après, en mars 1978. Alors, quelle était la situation politique à l'époque ? Eh bien, elle était incertaine. 2 ans juste après la séparation avec les autres îles des Comores, de l'archipel des Comores, donc l'île s'est désormais
une collectivité territoriale de la République française. Elle se dote d'une assemblée territoriale, des parlementaires, d'un préfet et de toutes les principales institutions d'un territoire français. Ce fut également les débuts de l'administration communale ici à Mayotte. En juillet 1975, peu après la déclaration d'indépendance des îles Comores, la Grande Comore, Moélie, et en juin, à Mayotte, Bamana est élu préfet, s'il vous plaît, par le conseil de circonscription. Il a alors la lourde responsabilité de la continuité des services publics jusqu'à l'arrivée du premier préfet, Jean Coussirou, pour ceux qui s'en souviennent, envoyé par Paris en 1976. L'élection de Younoussa Bamana en 1977, soutenue par le parti, on dira l'unique parti de l'époque, le MPM, Mouvement Populaire Maoré, ne souffre alors d'aucune contestation, au même titre d'ailleurs que celle de Marcel Henry en tant que sénateur en septembre de la même année. Merci beaucoup Ismaël pour ce petit rappel de l'histoire. Et on continue demain avec la minute des législatives. Autre rendez-vous à noter, Zakweli en radio à partir de 7h15 et 7h40 avec, contrairement à ce matin, 2 candidats de la circonscription 2, Abdou Mohamed Moser sans étiquette, puis Ali Djaroudi de la Nouvelle Union Populaire. Sachez aussi qu'à partir de demain soir, il y aura 2 Kalawadala par semaine pour permettre aux 21 candidats des législatives de s'exprimer, de vous exposer leurs idées et programmes. Et voilà qui met un terme à cette page politique. On s'arrête à présent sur le procès du crash de la Yéménia, crash survenu en juin 2009 au large des Comores. La seule rescapée, Baya Bakari, 12 ans au moment des faits, a témoigné ce lundi au tribunal correctionnel de Paris. La jeune femme y a regretté l'absence des représentants de la compagnie. Compte rendu d'audience avec Gervais Nithieu, Thierry Hilarsin. C'est le moment clé du procès Yéménia. Plusieurs dizaines de personnes viennent suivre le témoignage de Baya Bakari, l'unique rescapé du crash de l'A310 qui s'est produit il y a près de 13 ans au large de Moroni. À la barre, pendant un peu plus de 3 quarts d'heure, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans, a ouvert la boîte dans laquelle elle avait enfoui ses souvenirs de l'accident. Je suis soulagée parce que j'étais un peu stressée avant l'audience. Mais aujourd'hui, maintenant, le stress est redescendu. Je suis contente d'avoir pu m'exprimer et j'ai eu l'occasion de dire tout ce que j'avais envie de dire et répondre aux questions qu'on m'a posées. Quand vous avez parlé de votre maman, vous avez craqué? Oui. Pour la première fois? Oui, puisque c'est toujours un sujet sensible pour moi. Face à la presse, pour la première fois depuis l'ouverture du procès, Baya Bakari fournit quelques détails du crash aérien dans lequel elle a perdu sa mère. Elle évoque notamment son combat pour rester en vie alors qu'elle était accrochée pendant 11 heures à un débris de l'avion dans l'océan Indien. C'était un long combat aussi avec soi-même parce qu'il faut s'accrocher et se convaincre qu'il faut tenir jusqu'au bout. Il y a un moment où j'ai voulu lâcher, je l'ai fait, mais je gardais en tête que ma mère m'attendait. Donc je suis restée accrochée jusqu'à ce qu'on retrouve. Baya Bakari avait 12 ans lors du crash. Pendant son hospitalisation qui a duré moins d'1 mois à Paris, elle a bénéficié d'un suivi psychologique. Mais c'est à son père que Baya Bakari rend un vibrant hommage pour l'avoir véritablement aidé à se reconstruire. Je pense que sans lui, je n'aurais pas réussi à me relever. Il a été d'un très grand soutien. Il a dû faire beaucoup de changements dans sa vie pour réussir à nous élever. Et il a bien réussi, parce qu'aujourd'hui, on s'en est très bien sortis avec mes frères et sœurs grâce à lui. Il a fallu avoir la force parce qu'il y avait ça ou rien. C'était pas le moment de baisser les bras quand tu te trouves dans des situations comme ça et personne n'est jamais préparé à ces conditions-là. Mais il a fallu le prendre tel qu'il était. Et Dieu merci, peut-être j'ai réussi à remonter un peu. Baya Bakari espère qu'à l'issue de ce procès, elle connaîtra enfin la vérité sur l'accident de l'A310 qui assurait la liaison Sana-Moroni. Elle attend aussi que les responsables du crash soient clairement désignés. Retour à Mayotte avec cet homme en cavale. On a appris qu'un dispositif de recherche a été mis en place par les forces de l'ordre en fin d'après-midi
entre Kangani et Trevani. L'homme recherché est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette de 4 ans. Il s'agit d'un homme en liberté conditionnelle. Voilà pour cette information que nous avons eue juste avant le début de ce journal. Au centre universitaire de Dembéni, le CMEA, le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, organise depuis ce lundi et sur 3 jours les assises de la parentalité. Plusieurs thématiques abordées en cette première journée, comme le rôle des parents, la légitimité ou encore les enjeux autour de l'autorité. Mais pour quels objectifs? Éléments de réponse avec Darwesh Daou, Assadi Razafitseno. Enseignants, sociologues, psychologues, représentants des conseils des parents d'élèves ou des associations socioculturelles pour ne citer que ceux-là, ils sont autour de la table pour tenter d'apporter un diagnostic dans les évolutions sociétales qui incarnent la société mahoraise. Les échanges sont bien animés car il s'agit ici de trouver une meilleure vision entre la vie traditionnelle et la modernité. Chose assez complexe quand il faut concilier l'identité culturelle mahoraise et un mode de vie de plus en plus occidentalisé. C'est aussi les associations, c'est aussi les élus, c'est aussi les structures de l'État, les liaisons parents-enfants à l'école. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, mais s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de réflexion commune, chacun travaillera dans son petit coin et on n'avancera pas. On ne peut plus aujourd'hui se dire c'est mon enfant donc je me permets de faire comme je l'entends. Il y a à la fois la protection de l'enfant parce qu'il ne faudrait pas que dans l'éducation qu'on transmet à l'enfant qu'il y ait des conséquences sur sa vie de personne de demain, sur sa vie de parent de demain. Pour trouver une plateforme de réflexion commune tournée vers une cohésion sociale stable et maîtrisée, les professionnels proposent un travail de fond. C'est important qu'il y ait des groupes de parole qui puissent discuter, pour que les parents puissent discuter entre eux et avec des intervenants sociaux pour arriver à faire avec toutes ces nouveautés tout en maintenant leur autorité. Entre tradition et modernité, nos enfants ont appris des choses qui les ont mis en danger, qui les mettent parfois en danger, qui obligent le parent à se renouveler, à trouver des choses qu'il n'a jamais vues, lui, dans sa vie d'enfant. Pour certaines associations socioculturelles, la volonté commune de trouver un meilleur équilibre dans ce vivre ensemble tant recherché reste louable, mais encore faut-il accepter de rejeter les préjugés de certaines catégories de la société. La cohésion sociale ne peut pas se trouver à partir du moment où les gens ne se rencontrent pas, les gens ne se brassent pas, ne vivent pas les mêmes choses ensemble. L'école ne suffit pas à être le lieu de la cohésion sociale, il faut que les temps aussi extrascolaires, les temps de vacances scolaires permettent en tout cas à l'ensemble de ces différents types de sociétés de se rencontrer, vivre des choses et créer un avenir commun. Les différents protagonistes ont jusqu'à mercredi prochain 25 mai pour apporter le meilleur éclairage à ces assises de la parentalité. Et on termine ce journal avec le Maoré Jazz Festival qui a refermé ses portes ce dimanche sur la place de la République à Mamoudzou avec un invité de marque, la super star ivoirienne Dobé Niaoré et ses musiciens Nasla Marouane, Jaidi Maolida. Jazz métissé ou jazz africain, les prestations cosmopolites se succèdent au plaisir de ceux venus spécialement pour l'occasion. Réconcilier le un de l'humanité que nous sommes, voyageurs de mon sang. Avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on entend, va vie la vie si le vent ne t'emporte pas. On apprécie beaucoup, on arrive du sud, exprès pour voir la finale parce qu'on n'a pas pu participer à... On n'a pas pu voir les autres concerts. Ouais. Bon, on est super contents, on est entre amis, il y a de l'ambiance, c'est génial, oui, c'est top. Cassis, Elad, Dobé Niaoré et l'école de musique ont su attirer l'attention des plus grands comme des plus petits.
voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain 13h, Aurélien Février pour l'info de la mi-journée. Mais tout de suite la météo, on se retrouve juste après pour le journal en Moiret. Très belle soirée avec nous sur La Première.